Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc je vais essayer d'apporter quelques éléments aujourd'hui de la semaine passée et puis je vais répondre à des questions. Vous m'avez envoyé des mails, pas à toutes, mais je vais prendre ceux qui ont posé le plus la même question, j'essaye de regrouper. Alors tout d'abord, attention, je démarre ma vidéo par le premier thème, attention aux mensonges qui redoublent actuellement sur une partie, pas toutes, mais une partie des chambres d'agriculture, une partie des centres de gestion, qui vont mettre les bouchées doubles. Certains ont la pression pour mettre les bouchées doubles. Pour faire tourner l'agroalimentaire, je vous l'ai déjà dit, il y a besoin de petits soldats. Donc pour trouver des petits soldats, pour remotiver les troupes, ceux qui sont installés, qui sont en place, déjà depuis longtemps, et puis réinstaller des jeunes. Donc ils ne vont pas hésiter à dire que les productions, ça fonctionne très bien. Toutes les productions animales, ça marche dans le meilleur des mondes, qu'il y en a qui s'en tirent très très bien. Bon, personne ne veut montrer ses revenus, bien entendu, mais ils envoient des gens au charbon. Ils ont envoyé, pour ceux qui le connaissent, nous on le connaît un petit peu, Vincent Châtelier a fait une réunion dans la Loire-Atlantique dans le 44 où il a dit que tout fonctionnait bien. Il a dit que le lait, ça marchait très très bien, il y avait une augmentation des prix dans le lait, la viande aussi. La viande, il a expliqué qu'il n'y avait pas de résultats économiques, on ne pouvait pas le démontrer par des résultats probants, parce que dans la viande, je le cite, beaucoup de gens travaillent à mi-temps, c'est pas un boulot à plein temps. Donc ça a été une insulte envers les éleveurs qui étaient dans cette salle. Moi, il y en a qui m'ont appelé, c'est pour ça que je vous en parle. Mais on est habitué à monsieur Vincent Châtelier. Alors surtout, ne vous laissez pas impressionner par ces guignols qui n'ont jamais travaillé en exploitation agricole, qui n'ont jamais travaillé et touché à une vache de leur vie, ni un veau, ni un poulet, ni un cochon, et qui viennent expliquer aux autres que l'agriculture fonctionne très bien, alors que c'est le déménagement du territoire partout. Il y a dans certains départements, il y a parfois 10 exploitations qui arrêtent par semaine, je dis bien par semaine, dans certains départements. Donc c'est bien la catastrophe, surtout en élevage. Et lui, bon, il vient raconter des bobards dans des départements. Il est invité soit par des cliniques vétérinaires en fin d'année, soit par différents organismes. Ça peut être des gens de l'agroalimentaire qui vendent des aliments. On a coutume de l'entendre. Ça fait 20 ans, nous, qu'on l'entend raconter des conneries. On peut remonter sur tout ce qu'il a dit, mais je crois qu'il ne faut pas trop perdre de temps avec ce monsieur qui ne connaît rien dans le métier, qui ne s'est jamais sali les mains dans le métier, qui est surtout incapable d'exercer notre métier et qui vient raconter des bobards. Mais surtout, faites attention les jeunes de ne pas écouter ce genre de zigoto qui ne connaît rien dans l'agriculture et qui emmène les gens dans le mur et qui ne connaît surtout rien dans les bilans comptables. Il a même remis en cause les statistiques de la MSA. Il a dit que les chiffres de la MSA, qu'il y a environ 50% des agriculteurs qui gagnent moins de 350 €, que c'était pas vrai. Donc, je pense que ça vaut même pas le coup d'avoir un débat avec ce genre de citoyens. Alors, j'invite les gens qui vous disent que ça marche bien à vous rendre il y a un film qui va être tourné, Le sacrifice paysan. C'est par rapport à Jérôme Larose, qui a été abattu par les gendarmes, vous savez, qui avait été harcelé par des contrôles, qui avait des difficultés. Et la Confédération paysanne était venue à son secours. Il était lui-même d'ailleurs un responsable de la Confédération paysanne. Et il avait été harcelé. Et c'est un véritable scandale que quand des agriculteurs ont des difficultés, on les poursuive comme ça. On leur met la pression avec beaucoup de contrôle, beaucoup de paperasse. Et au bout d'un moment, la goutte d'eau fait déborder le vase. Donc le film passe en Maine-et-Loire, il passe en Maine-et-Loire, sacrifice paysan. Donc surtout, renseignez-vous, je vais vous mettre en lien, je vais vous mettre beaucoup de liens, vous verrez. Et il y aura le lien concernant ce film, Sacrifice paysan, qui nous concerne tous, puisque ça peut arriver à tout le monde. Et c'est un véritable scandale qu'on s'acharne sur des gens comme ça, alors qu'on essaye de faire notre boulot au mieux. Mais bon, voilà le résultat. Alors, le deuxième thème ensuite, pourquoi ils mettent les bouchées doubles et qu'il envoie les gens faire du lobbying
dans les campagnes, à travers beaucoup les chambres d'agriculture, le syndicat bien entendu, parce qu'il faut trouver des petits soldats, je vous le mets en lien, pour faire tourner les industries agroalimentaires. Le premier employeur français, avec 434 000 plutôt, environ employés. Il y a eu 7 387 emplois de créés en 2020, vous voyez, en 2020, donc il crée quand même un peu d'emplois. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que quand vous développez l'agroalimentaire et que vous gardez des petits soldats pour produire de la nourriture comme on fait nous à pas cher, un emploi créé dans l'industrie agroalimentaire, c'est 4,3 emplois supplémentaires sont soutenus dans le reste de l'économie française. Ben oui, parce qu'il y a tout ce qui vient autour, il y a tous les contrôles, il y a tous les, vous savez bien, tout ce que ça entraîne, chambre d'agriculture, surtout le secteur tertiaire, ça crée énormément de secteurs tertiaires. Donc l'agroalimentaire, c'est pas rien, c'est des chiffres là, fin 2020, mais c'est 49 636 personnes en Bretagne, vous voyez, 13 438 en Normandie, je prends des exemples, 33 884 en Pays de la Loire. Bon, Provence, Alpes-de-Côte d'Azur, forcément, il y a moins d'agroalimentaire, c'est 9 752. Je vous mets les schémas, de toute façon, vous verrez. Un secteur qui doit relever de nombreux défis. Alors, pourquoi ils veulent absolument installer des jeunes et essayer de nous faire produire à tout prix et essayer de nous pousser à produire? Parce que leur objectif, il est toujours le même, c'est de nourrir 9 milliards de personnes à horizon 2050. Comme si que nous, notre objectif, c'était de nourrir 9 milliards de personnes, vous voyez. Bossez, bossez les gars, après, on vous expliquera, vous serez riches peut-être un jour, mais demain. Donc, soutenir notre compétitivité, nouvelle attente des consommateurs, protéger nos savoir-faire, notre culture alimentaire, préserver les ressources de la planète. Bon, tout ça, c'est du blabla. Je vous mets tout en lien, de toute façon. Donc, l'industrie agroalimentaire, c'est l'export, un levier de compétitivité fondamental pour les entreprises alimentaires. Donc, en gros, 25% de leur chiffre d'affaires est exporté à travers le monde. C'est le 3e secteur contributeur de la balance commerciale, 4e exportateur mondial. Alors, ça peut varier, parce qu'on est en chute libre. Derrière, l'aéronautique et la chimie. Voilà. Donc, ça, l'agroalimentaire, après, qu'est-ce qui va avec l'agroalimentaire? Vous le savez très bien, c'est tout le réseau coopératif. Je vous mets les liens du réseau coopératif. Comment les coopératives agricoles reproduisent la loi de la jungle du modèle néolibéral, puisqu'on est mis en compétition, vous le savez. Donc, au fondement, une démarche solidaire pensée comme un contre-pouvoir face à la loi de la jungle libérale. Donc, c'est toutes les dérives que vous avez connues, pour les plus âgés d'entre vous, avec les principales coopératives françaises que vous connaissez, Agrial, Invivo, Sodial, Tereos, Terena, Vivencia, Eureden, La Coperle, Triscalia, Limagrin. Alors, bon, derrière ces enseignes-là, vous savez très bien, par exemple, Invivo, qui a racheté le groupe Soufflet, le numéro 1 des céréales. Invivo, pour le consommateur, parce que ça ne parle pas forcément, c'est les chaînes de magasins gamme vert, c'est Delbar, c'est les grands magasins maintenant, Frais d'ici, Jardiland. Alors, Frais d'ici, c'est des chaînes de magasins en financement, avec Xavier Niel, le patron de Free. Voilà. Et Xavier Niel est actuellement, c'est lui qui a lancé l'école Hectare auprès de Paris avec Audrey Bourroulot, l'ancienne conseillère spéciale d'Emmanuel Macron, et il travaille avec le bureau McKinsey. Quelqu'un doit connaître, vous avez entendu parler de McKinsey, qui a travaillé sur le projet des retraites en France. Donc, comment les coopératives ont suivi la même logique que les entreprises privées, un faible pourcentage, je vous l'avais dit, au niveau de l'agroalimentaire, 1,4% des plus grosses entreprises agroalimentaires, quelques acteurs majeurs, font 80% du chiffre d'affaires et ont quasiment tous les emplois. Donc ensuite, vous verrez dans les articles, il y a tout un article, je ne vais pas tous vous les lire, entre cooptation, dynastie familiale et main basse de la FNSEA, bien sûr, parce que l'agroalimentaire et les coopératives, les présidents de coopératives sont les présidents de syndicats. Ça, je vous l'avais déjà dit, je vous apprends rien du tout. C'est une continuité, les concentrations continuent. Alors, en 3, je voulais vous parler, puisqu'on est dans la suite des regroupements,
Terac devient actionnaire majoritaire de la boulangerie Louise. Vous pourrez vérifier, je vous mets les liens sur Internet. Alors Terac, c'est quoi? Terac se compose des enseignes de jardinerie et d'animalerie. C'est-à-dire c'est le Tesla de la distribution. Hein? Troisième réseau français de la boulangerie, avec 129 magasins au compteur, va passer sous le pavillon d'Invivo. Vous savez, je vous ai souvent parlé d'Invivo. Donc c'est Invivo Retail, filiale de Teract. Hein. Donc c'est une holding. Hein. Donc ils reprennent ça, 88 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui reprennent les boulangeries Louise. Alors si vous voulez, Invivo, c'est un acteur incontournable. Invivo, jusqu'à présent, exploitait des réseaux comme Gamme Vert, Jardiland, Delbar, Jardinerie du Terroir, ou les réseaux de distribution alimentaire, type Frédici. Ça, c'est ce qu'ils ont investi dernièrement avec Xavier Niel, Alexandre Zouhari et Mathieu Pigas. Bioeco ou encore Animalerie Noah. Hein, c'est près de 1600 magasins en France, aujourd'hui, hein, Invivo. Cette opération intervient un mois après l'introduction en bourse de Terac, début août. Donc c'est une bonne nouvelle. Je vous apprends que tous ces groupes-là, si on remonte à la pyramide, nos groupes de l'industrie agroalimentaire sont en bourse et gagnent beaucoup d'argent. Donc on se rapproche de Noël. Ne pleurez pas les paysans, les éleveurs, ne pleurez pas. Vous allez peut-être avoir un cadeau de Noël. C'est quand même la bonne surprise. Je vous mets en lien McKinsey. Pourquoi McKinsey s'intéresse à l'agriculture? Quelles sont les autres activités du groupe McKinsey? Vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu des polémiques avec le gouvernement Macron. Hein. Nous avons une ambition de contribuer à réindustrialiser et moderniser le système agricole français. Donc McKinsey se met dans l'agriculture. Merci aux responsables de la coordination rurale de la Mayenne, Pascal et Patrick. Donc il y avait une réunion, le ministre est venu en Mayenne, hein, il y avait une réunion pour présenter l'assurance récolte. Alors bon, ils ont un peu dialogué, donc la FDSEA 53, comme d'habitude, fidèle à toutes les FDSEA, au garde à vous, tout va bien dans le monde agricole, le lait va bien, la viande a augmenté, bon, toujours le même discours, ça on y est habitué. Ils remettront les pendules à l'heure, je pense, avec 50 ans de retard par rapport à l'évolution du reste de la société, mais ça c'est volontaire, hein, ça s'appelle une collaboration avec l'agroalimentaire, une cogestion totale avec les pouvoirs en place. Donc ce qui est important par rapport à la venue du ministre, ce n'est pas les déclarations de la FDSEA, qui sont toujours les mêmes, ça ne change pas. Ce qui est intéressant, c'est que les représentants de la coordination rurale présents l'ont interpellé à la fin de la réunion en lui disant que ça se dégradait à vitesse grand V, l'agriculture, et qu'on aurait besoin d'une gestion des volumes et d'outils de régulation. Et le ministre a été fidèle au ministre précédent, au gouvernement Hollande, Sarkozy, puisque c'est une grande continuité, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de différence entre... On change de président, mais il n'y a pas de différence quand on change de président. Il a déclaré, le ministre, qu'il était contre la régulation et la gestion des volumes, car nous avons besoin d'excédents pour exporter, d'excédents agricoles, pour exporter sur l'Afrique, et les pays émergents. Donc ça a le mérite d'être clair, la politique elle est tracée, il la valide, il est content, et il trouve que tout va bien. Donc, pour avancer dans ma vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, pourquoi on en est arrivé là et comment il faut comprendre ce schéma, pourquoi le ministre a cette position-là, pourquoi beaucoup de chambres d'agriculture, beaucoup de chambres de gestion, Monsieur Châtelier, tous ces gens-là vont à l'assaut pour installer des jeunes et essayer de tenir la ferme France pour pas qu'on baisse notre volume de production. Je vous l'ai déjà dit, c'est qu'après la guerre, en 1963, il y a eu la constitution du groupe Unigrain, qui a plus de 800 millions d'euros de fonds propres, qui investit dans 1000 entreprises à travers le monde pour exporter le groupe Unigrain. Hein. C'est tentaculaire, vous irez sur Internet, j'en reparlerai, mais le groupe Unigrain, ça c'est fondamental pour comprendre le système. Unigrain, le groupe Avril, où a été longtemps monsieur Xavier Belin, aujourd'hui c'est Arnaud Rousseau qui est président, mais peu importe, leader des huiles, les biocarburants, le groupe Sanders et de multiples sociétés, le groupe Avril. Le groupe Invivo, je vous en ai déjà parlé, avec tous les magasins de vente. L'Open Agri-Food, le regroupement
de beaucoup de ces coopératives et de ces multinationales-là se retrouvent aux côtés d'Emmanuel Vasnex, le président de la laiterie LSDH dans le Loiret. Ils font l'Open Agri-Food depuis déjà quelques années. Ça avait été lancé par Xavier Belin et c'est celui qui fait la marque, qui met en bouteille la marque C'est qui le patron, Emmanuel Vasnex, qui rassemble tous ces gens-là, tous ces géants de l'agroalimentaire à travers l'Open Agri-Food à Saint-Denis de l'Hôtel. Et donc, derrière cet Open Agri-Food, il y a tout ce qui est l'high-tech, les nouvelles techniques, les start-up. C'est à travers ça et certaines start-up qui sont rendues aujourd'hui au sommet de Davos. Nos structures de l'agroalimentaire sont présentes au sommet de Davos. Donc l'Open Agri-Food contribue à tout ce que je vous ai dit. Hein. Ensuite, vous avez le COPA-COGECA, la structure européenne, qui est la représentation des FNSEA dans toute l'Europe, parce que vous avez une FNSEA en Italie, une en Belgique, une en Allemagne. Donc la présidente actuelle du COPA-COGECA, c'est Madame Lambert. Hein. Et tout ça travaille en cogestion avec les pouvoirs en place, avec des financements, les bras de l'agroalimentaire dont je vous ai cité, Unigrain, Invivo, Groupe Avril. Ça travaille en cogestion avec le bras de l'État, la Banque publique d'investissement, hein, qui est l'ancienne Caisse des dépôts et consignations. C'est un bras qui s'est détaché il y a déjà quelques années. Ils ont fait une spécificité pour financer, pas que l'agriculture, l'industrie. Donc ça s'appelle la Banque publique d'investissement. Et c'est également financé par la Banque centrale européenne, la BCE. C'est pour faire tracer des trajectoires agricoles pour l'industrie agroalimentaire, pour que les éleveurs travaillent comme des esclaves sans être payés, mais surtout que le consommateur ne se révolte pas, parce que ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Donc le but du jeu, c'est de faire pression sur la matière première des parts fermes et apporter des produits de la meilleure qualité possible. C'est bien logique. Alors après, j'arrive au 7e élément. Pour surveiller tout ça, ils ont créé le HCCA, le Haut Conseil de la coopération agricole. Alors peut-être que parmi vous, certains ne connaissaient pas l'existence du HCCA. Alors le HCCA, il a été lancé par quelqu'un que vous connaissez bien, qui a été missionné pour ça, qui a été président de la FNSEA, qui s'appelle François Guillaume, et qui est ensuite passé de l'autre côté de la barrière, puisqu'il a été, comme vous le savez, ministre de l'Agriculture. Alors le Haut Conseil de la coopération agricole est un établissement, c'est très important ce que je vais vous dire, est un établissement d'utilité publique, doté de la personnalité morale créée en 2006, suite à un rapport de François Guillaume nommé. Il a été nommé. Coopération agricole, 7 chantiers de la réforme publique fin octobre 2024. Le HCCA, écoutez bien, se substitue aux ex-directions départementales de l'agriculture, c'est-à-dire les DDA, maintenant ça s'appelle la DDTM, les directions départementales de l'agriculture. Le HCCA se substitue en contribuant à la définition, à la mise en œuvre, à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Toutes les coopératives agricoles et les unions ont désormais l'obligation légale d'y adhérer. Autrement dit, vous créez une petite CUMA, la moindre coopérative, vous êtes adhérent au HCCA. Comment sont organisées les missions du HCCA? Le HCCA a pour mission notamment de définir et de mettre en œuvre les politiques publiques en matière de coopération agricole, d'être le garant du respect des textes et des règles de la coopération agricole, de définir les principes et normes de la révision et d'assurer le suivi. Autrement dit, les gens qui surveillent le système stratégique des politiques, vous avez vu, publiques, sur les territoires, c'est-à-dire le développement de notre modèle agricole, le HCCA, le Haut Conseil de la coopération agricole. Alors, les gens qui sont à la tête du HCCA, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, hein, le président actuel, c'est Patrice Chéron, c'est un ancien responsable de la coopérative, lui, ça doit être Limagrin, il devait être à Limagrin avant, peu importe. Le vice-président, il y a le président de la CAVAC en Vendée, qui est vice-président, et puis les autres, c'est pareil. C'est des présidents de coopératives qui forment, qui sont en même temps
FNSEA, et en même temps membre du HCCA, Haut Conseil de la coopération agricole, qui statue au-dessus de tout le monde et qui vérifie le bon fonctionnement sur le terrain des coopératives et si tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc, je ne sais pas si ça vous choque, mais ils sont en même temps présidents de coopérative ou ex-présidents de coopérative et ils sont juges et partis. Une petite parenthèse, parmi ces membres, parce qu'il y a d'autres membres, il n'y a pas que des gens des coopératives, il y a des membres qui sont nommés par le gouvernement. J'ai assisté à un moment donné au ministère, on avait saisi pour les contrats laitiers le médiateur des contrats pour les relations entre les industriels, entre nos coopératives ou Lactalis, les désaccords qu'on a sur les contrats, sur la contractualisation. Et je retrouvais comme médiateur un membre du HCCA. Il était membre du Haut Conseil de la coopération agricole. Et il avait été en même temps nommé par le gouvernement médiateur. Comment vous pouvez être représentant au sommet des coopératives et en même temps démêler des conflits entre associés coopérateurs et industriels coopératives? Y aurait-il pas conflit d'intérêts? Non, c'est juste une question que je me posais. Hein? Thème numéro 8. Alors, tout ça nous a conduit à quoi? Thème numéro 8. Et je vais arriver ensuite à ma conclusion. Vous savez que ce modèle agricole, c'est un modèle industriel qui a été développé. C'est une agriculture industrialisée, où il faut toujours faire grossir les élevages, où il faut toujours produire plus pour exporter. Qu'est-ce que ça déclenche? Je vous le mets en lien. La fièvre recue aux Pays-Bas. Vous avez entendu parler qu'en Hollande, il va falloir diminuer de 30% l'élevage en Hollande. Je vais vous donner quelques éléments. Vous réfléchirez. Moi, je suis là pour donner des éléments. Je ne suis pas forcément là toujours pour porter des jugements. 40 000 chèvres vont être abattus. Je vous le mets en lien, tout ça. Par la fièvre recue. Par la fièvre recue. Je vous lis un bout de l'article, il est intéressant. Pourquoi 30% de l'élevage hollandais va disparaître? Et ça veut bien dire qu'on est bien dans la connerie, et nous on n'est pas beaucoup mieux les Français dans le modèle agricole. Le ministère de l'Agriculture néerlandais a donc décidé d'employer les grands moyens. 36 000 animaux, principalement des chèvres, mais aussi des boucs et des brebis, devraient être abattus. Ce nombre vient d'être porté à 40 000. Les abattages doivent débuter demain. L'épidémie ne s'est pas arrêtée aux frontières des Pays-Bas. Quelques foyers isolés ont été découverts au nord de l'Allemagne, ainsi qu'en Belgique, la fièvre recue, dans des proportions moindres dans les autres pays. La maladie de la chèvre, comme on l'appelle, peut se transmettre à l'homme. Elle déclenche des symptômes proches de la grippe, mais on ne peut pas la traiter par des antibiotiques. Dans certains cas rares, la maladie peut être mortelle. Cette année, 6 personnes sont décédées en Hollande après avoir contracté la fièvre recue transmise par les chèvres. Voilà ce que je voulais vous lire. En 2007, 170 cas et ils ont recensé 2200 cas aujourd'hui en Hollande. Voilà la raison pour laquelle, plus la pollution des nappes et des eaux par rapport à l'industrialisation du modèle agricole qu'ils ont mis en place, l'équivalent d'une Bretagne chez nous. Voilà le résultat, transmission à l'homme. Alors ceux qui font des commentaires qu'il faut produire plus et qu'il faut y aller les gars, bah continuez, surtout continuez. Quand ça va être transmis à l'homme et qu'on va tuer la population, on va voir si le modèle promulgué par le syndicat FNSEA et l'agroalimentaire, on va voir s'il va s'arrêter, si les consommateurs vont relever la tête ou s'ils vont la baisser. Je pense qu'ils vont la relever. Alors ensuite, je réponds, parce que j'en aurais terminé. On m'a posé la question, on m'a dit très bien, vous dites que les responsables c'est les coopératives et l'agroalimentaire, mais on a quand même le gouvernement a eu le courage de mettre en place les états généraux de l'alimentation, les EGA, pour reconnaître un prix des parts fermes, le prix du producteur, repartir des parts fermes pour pouvoir
rémunérer les producteurs. Alors, c'est une vaste plaisanterie. Les états généraux de l'alimentation, moi personnellement, je n'ai pas pu y assister parce que, voyez-vous, j'ai été écarté. Il y avait sans doute des questions gênantes qu'il ne fallait pas poser. Première remarque sur les états généraux de l'alimentation. Les gens qui présidaient les ateliers, il y avait 11 ou 13 ateliers, c'était des présidents de coopératives, des présidents de syndicats, des présidents d'agroalimentaire, ou, il y avait Serge Papin, des présidents des GMS, ou M. Leclerc, peu importe. Autrement dit, c'était des gens qui ont la main mise sur les paysans, qui présidaient les ateliers. Le prix des parts fermes, c'est-à-dire le coût de production réel pour que les paysans puissent vivre, je pense notamment aux producteurs de canards, de lapins, de lait ou de vaches allaitantes, il a été donné par les gens de l'interprofession qui sont en même temps les représentants de l'agroalimentaire. Donc ils ont donné le prix qui était acceptable pour l'industrie agroalimentaire, autrement dit, par la coopérative. Le prix acceptable d'achat par la coopérative, c'est celui qui a servi de base pour payer les paysans. Donc, inutile de vous dire que les coûts réels n'ont pas été mis au grand jour lors de ces ateliers. Il se trouve que j'avais rencontré Serge Papin dans ces moments-là, moi, personnellement, dans une exploitation, et il m'avait dit à l'époque que les responsables professionnels de l'interprofession, à l'époque, prétendaient qu'il fallait 33 centimes du litre de lait pour bien gagner sa vie dans une exploitation laitière. Alors, je vous dis tout de suite, à cette époque-là, il fallait au moins 45. Au moins 45. Donc, vous voyez, il y avait déjà un décalage de 12 à 13 centimes minimum. Et encore, je suis très gentil. Donc, vous comprenez pourquoi on ne peut pas s'en sortir. Je vous prendrai qu'un exemple. Et là, j'accuse directement les gouvernants qui mettent en place ces schémas-là. Déjà, les états généraux de l'alimentation, c'est des réunions qui ont duré des semaines. Ça coûtait une fortune à la société, c'est vous qui avez payé, vous les contribuables. Résultat des états généraux de l'alimentation, zéro, puisque les agriculteurs, les éleveurs, on arrête les uns après les autres. Deuxième constat, quand on a du courage politique, quand on veut légiférer, quand il y a un déséquilibre au sein d'une filière, que le rapport de force, il est complètement déséquilibré entre la grande distribution, l'agroalimentaire et les petits producteurs, hein, on passe par le législateur. Est-ce que M. Claude Évin, qui a eu le courage, on est pour, on est contre, il a mis une loi contre l'alcool au volant. Il a pris une mesure, parce qu'il y avait des morts sur les routes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait des morts liées à la surproduction dans laquelle on nous a entraînés à travers l'agroalimentaire et le syndicat qui nous a poussés là. Il y a eu des morts en Hollande, vous voyez, je viens de vous le dire. Et ça m'a été certifié par un vétérinaire que je connais qui travaille en Hollande. C'est d'ailleurs lui qui m'a appelé, c'est pour ça que j'en parle. Mais quand Claude Évin a pris la loi, à travers l'Assemblée nationale, a mis la loi sur l'alcool au volant, il a consulté. Est-ce que le président de la commission qui a discuté de cette loi pour déterminer le taux d'alcoolémie qu'on allait décider au volant et si on allait en mettre un en place ou si on n'allait pas le faire, est-ce que le président de cet atelier, c'était le président de la Fédération viticole française? Je ne crois pas. Parce qu'il y aurait eu conflit d'intérêts. Nous, lorsqu'on fait des états généraux de l'alimentation, c'est du vent. Nous, quand on fait des états généraux de l'alimentation, c'est du vent. C'est du vent puisqu'il y a conflit d'intérêts. Les gens qui sont à la tête des ateliers sont des gens qui sont partie prenante, sont des gens, c'est même pire que ça, hein, qui spolient les agriculteurs dans les exploitations, c'est-à-dire sont des gens qui gèrent les volumes, qui gèrent les vides sanitaires, qui font la facture, qui décident de l'implantation, la gestion des volumes et même de l'implantation et comment sont conçus les bâtiments en hors-sol. Ils gèrent tout, des pieds jusqu'à la tête. Conflit d'intérêts total, validé par nos gouvernants. Je dis bien nos gouvernants. Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, on peut remonter. On peut remonter.
Hein. Les gouvernants dans les mains de l'agroalimentaire et but du jeu, trouver des petits soldats pour aller au combat. Donc, face à ce schéma que je vous ai décrit, ceux qui sortent de cette toile d'araignée, bah bien sûr, c'est ceux qui vendent en direct, qui vendent au détail. Je vous rappelle que ces 3 milliards d'euros, la vente au détail, ça concerne à peu près 70 000 exploitations. Mais certains, ils font ça en à côté, ils ne vivent pas que de ça, très peu vivent que de ça. Il y en a, mais je les encourage à se développer. Ça, c'est un très bon modèle. 3 milliards sur 72 milliards, la vente au détail. Voilà, les choses sont dites. Maintenant, pour conclure, ne perdez pas votre temps à écouter des guignols qui cherchent à installer des jeunes, à piéger des jeunes plutôt, à vendre du rêve. Hein. Les jeunes, on peut en installer, il n'y a pas de problème. Je suis pour l'installation des jeunes, à condition qu'il ait un revenu. Mais qu'il n'aille pas écouter des bambins comme M. Châtelier. Et qu'au lieu de partir sur ce qu'on nous a appris dans nos lycées ou dans nos maisons familiales, qu'ils partent sur un business model. Business model, méthode Canvas. Et ils verront très très vite, quand ils dérouleront les 9 étapes, relations clients, revenus, les coûts, proposition de la valeur, les canaux d'acquisition, etc., etc., un vrai business model. Ils verront que ça sera tout de suite vu. Il n'y aura pas besoin de passer longtemps à établir avec les 9 points les critères, parce que nous, l'acheteur, il maîtrise tout. On a 1 ou 2 interlocuteurs qui sont en situation d'oligopole, qui viennent piller les paysans dans les fermes. Et je répète, c'est en hors-sol que c'est le pire, hein, parce qu'ils maîtrisent tout. Hein. La deuxième chose, notre revenu, il vient à 50%, voire à 100%, ou à plus de 100% de la PAC, que j'appelle la prime pour l'emploi, des aides européennes, et on est perfusé par le régime général à 80%, le régime de la sécurité sociale, pour payer nos retraites. Et troisième élément, c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout du business model méthode Canvas, troisième élément déterminant, on ne peut pas mettre en compétition nos vendeurs qui nous vendent nos intrants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre en compétition avec des pays étrangers. C'est verrouiller toute une partie franco-français. Et je ne parle même pas des services. Tous les services qu'on fait vivre, on ne peut pas les mettre en compétition. Ils sont agréés sur le territoire, même certains produits, on est obligé de les prendre sur le territoire. Voilà. Donc, je croyais qu'on était dans la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, mais je constate que ça ne s'applique pas à tout le monde, et surtout pas aux petits soldats qui sont là pour remplir les assiettes des consommateurs. Donc autrefois, les exploitants se transmettaient de génération en génération, on passait le flambeau. Faites attention les jeunes, que le flambeau ne se transforme pas en fardeau. Pourquoi fardeau? Posez-vous la question. Actuellement, 110 vaches par jour partent de Bretagne. Il y a un arrêt d'activité en élevage de 110 vaches par jour. Posez-vous la question.